La dernière session va être sur l'IA et des applications de l'IA appliquées à vraiment des modèles très différents. L'idée, c'était de vous faire une conférence par professeur Blaise Anza, qui est de laboratoire IBISC, qui est à l'université d'Evry-Val d'Essonne, avec qui on travaille déjà depuis un petit moment, 2021. Il était venu, pour certains d'entre vous, peut-être ont déjà vu dans un séminaire sur les méthodologies numériques qu'avait organisé Lalo, je crois. On avait eu plusieurs conférences, dont une sur, ça s'appelait IA, Neural Network, quelque chose comme ça. Et voilà, depuis ce temps-là, on a commencé à travailler d'abord sur des modèles d'IA et en génétique équine. On a essayé quelques trucs, des modèles existants, en gros. Après, il y a eu un métaprogramme en fait avec G2B et puis d'autres unités, le labo MI à Paris, Saclay. Et puis maintenant, on a, donc c'était le métaprogramme Genialearn. Et puis maintenant, on a une doctorante qui est partie en vacances. On va voir ses parents, elle est en Chine, là, donc elle n'est pas là aujourd'hui, mais elle aurait pu faire une présentation après. Donc Siam Li, qui est en deuxième année de thèse et qui travaille sur de l'IA générative et puis après des modèles prédictifs en génomique, sélection génomique, en collaboration avec GBOS sur les données bovines et humaines. On a parlé de Yuka Biobank. Donc elle travaille aussi sur des données humaines, 300 000 génotypes génotypés à assez haute densité, trop même pour la capacité de calcul des serveurs. Donc j'ai demandé à Blaise s'il pouvait nous faire une conférence introductive pour un peu démystifier qu'est-ce que c'est que l'IA, parce que c'est un univers sous le terme IA. Et donc, il va nous parler des grands principes et vous montrer que, après, vous allez avoir différentes applications de gens qui ne sont pas des data scientists, mais qui utilisent des modèles pré-entraînés, des modèles existants, et que tout le monde peut s'y mettre. L'apprentissage, on peut s'y mettre. Voilà, merci Blaise, à toi. Merci pour l'invitation. Donc moi, je vais essayer de faire un petit panorama général des méthodes d'IA qu'on peut utiliser aujourd'hui en biologie. Alors déjà tout de suite, on va préciser, quand on parle de IA, c'est très très vaste en fait l'IA comme domaine, et en fait on va parler de l'IA. En fait le hype de l'IA, c'est porté principalement par une sous-catégorie d'IA, qu'on appelle donc l'apprentissage automatique, le machine learning. C'est vraiment ça qui porte toute l'évolution actuelle sur l'IA, et donc c'est donc ça dont je vais vous parler. Alors quand on parle d'apprentissage automatique, en fait, généralement on distingue trois types d'apprentissage. On a l'apprentissage supervisé, non supervisé et par renforcement. Alors le dernier type, on va pas en parler, ça va pas très vite terminer. On va surtout parler des deux premiers. Et je veux aussi quand même placer un terme qui est très à la mode, l'apprentissage profond, le deep learning. Voilà, pour vous citer un peu où est-ce qu'il est. En fait, le deep learning, c'est une sous-catégorie du machine learning. C'est un ensemble de méthodes spéciales, mais ça fait partie de l'apprentissage automatique. Donc, je structure une présentation en fait, sur l'utilisation qu'on pouvait faire des méthodes d'IA, et j'ai grossièrement réduit à trois actions qui sont prédire, représenter et générer. Donc c'est comme ça que je vous présente un peu les approches. Alors le gros de la présentation sera prédire, parce que c'est là où je vous présenter les bases et les principales méthodes de machine learning, et puis on se concentrera plus rapidement sur présenter et générer. Donc voilà, je commence par le début. Donc, au début, prédire, c'est une des principales tâches qu'on va faire dans les méthodes de machine learning. Donc l'idée, c'est de dire, voilà, on a un échantillon dont on extrait des données. Alors les données peuvent être de différentes natures, donc des données tabulaires, comme des données biologiques, physiologiques, de l'imagerie, du signal, du texte, de la génomique, n'importe quel type de données. Alors bien sûr qu'il va falloir un peu pré-traiter. Qu'on va mettre donc à l'entrée d'un modèle prédictif, et le but, ça va être de prédire quelque chose sur l'échantillon. Encore une fois, c'est très divers, ça va dépendre du type de données, du type de tâches que vous voulez faire, mais ça va par exemple prédire donc, des phénotypes, des réponses à des traitements, faire de la prévision de séries temporelles, prédire les propriétés biologiques de molécules ou de gènes, ou segmenter une image. Voilà, on se dit la segmentation. Et donc, pour construire ce modèle prédictif, eh bien, on va utiliser donc, des méthodes d'apprentissage supervisées, parce que ça veut dire qu'on va utiliser une base d'apprentissage qui contient
beaucoup de données, donc d'échantillons, et la réponse en même temps. Donc on a déjà les deux dans cette base d'apprentissage. Et c'est avec donc, avec les méthodes d'algorithmes supervisés qu'on va apprendre un modèle qui va faire le lien entre la sortie et l'entrée du modèle. Et une fois qu'on a appris le modèle, eh bien, on peut s'en servir sur de nouvelles données pour prédire ce qu'on veut faire. Donc ça, c'est le principe général de l'apprentissage supervisé. Et donc, pour vous donner un exemple, là, donc, pour vous montrer un peu comment marchent ces algorithmes, alors, imaginons que là, on veut prédire, par exemple, la concentration d'un biomarqueur quelconque à partir de la dose d'un médicament. On suppose donc qu'il y a une relation entre la concentration et la dose du médicament, et que cette relation suit une certaine fonction. Alors, cette fonction, évidemment, on ne la connaît pas, sinon il y a plus de problème. Mais on veut la découvrir. Donc, comment on fait en pratique? Eh ben, on a des données, donc on a été faire des expériences, on a donc des données avec des dosages et des concentrations. Donc, si on fait donc des points, alors, effectivement, il y a du bruit, donc c'est pas exactement sur la courbe qu'on va apprendre. Hein. Et donc, on veut apprendre un modèle prédictif à partir de ces données. Donc, première étape, eh ben, déjà, il faut qu'on choisisse quel type de modèle on va apprendre. C'est-à-dire quel type de fonction on va utiliser pour relier la sortie et l'entrée du modèle. Alors, il y a toute une catégorie qui correspond aux différentes méthodes de machine learning qui existent. Mais si je prends par exemple la méthode, la fonction la plus simple, une droite, voilà, j'ai une droite que je vais utiliser pour essayer de représenter donc, ces données-là. Ensuite, donc, il faut que j'ajuste mon modèle aux données. Donc pour cela, eh bien, on va en fait calculer l'erreur de prédiction du modèle, c'est-à-dire pour chaque point de notre base d'apprentissage, on calcule la différence entre la prédiction et la valeur. Ça nous fait une erreur moyenne. Et le but du jeu, après, ça va être d'utiliser un apprentissage sur le modèle pour trouver les paramètres du modèle qui vont minimiser cette erreur. Donc on va voilà, faire tourner notre algorithme et trouver donc, voilà, la droite donc, qui minimise notre erreur de prédiction. Et donc là, on a un modèle qu'on peut utiliser pour faire des prédictions. Et c'est à peu près sur ce principe-là que se basent, en grosso modo, toutes les méthodes de machine learning. Alors évidemment, il faut apprendre le modèle, mais il faut donc choisir le bon modèle. Je dis là, on a pris une droite. Et effectivement, la droite, ça reste quand même un petit peu limité. On voit que même si ça fait une approximation de ce qu'on veut prédire, ça reste quand même, il y a quand même une certaine marge d'erreur. Là, c'est un fait que finalement, une droite, c'est assez limité. Donc, pour avoir de meilleures performances, il faut choisir le modèle qui va au mieux épouser la forme de nos données. Donc là, par exemple, je pourrais choisir voilà, un polynôme de degré 2, ça va mieux épouser la forme de mes points, et je pourrais avoir des prédictions plus précises. Mais évidemment, ce n'est pas si facile que ça, parce que si je prends, par exemple, une fonction trop complexe, comme ici, par exemple, un polynôme de degré 10, je vais pouvoir faire un modèle qui passe parfaitement par mes données d'apprentissage, donc là, je vais avoir 0 erreur. Mais par contre, vous voyez bien que ça ne représente pas du tout la fonction rouge qu'on voulait approximer. Et ce modèle-là, même s'il fait 0 erreur sur mes données d'apprentissage, je ne vais pas du tout pouvoir m'en servir sur d'autres données. Il va totalement se tromper sur les autres données de test. Donc ça, c'est un des gros problèmes qu'on va avoir dans le machine learning, c'est cette tentation aux modèles qui sont trop complexes à apprendre par cœur les données d'apprentissage et pas à généraliser, à apprendre le concept sous-jacent. Ça, c'est donc un des plus gros principes qu'on a en machine learning, qui est donc le concept de surapprentissage. C'est-à-dire que si on représente la complexité d'un modèle et ici son erreur de prédiction, on calcule l'erreur de prédiction sur les données d'apprentissage, on va voir qu'effectivement ça va descendre jusqu'à arriver à 0. Quand on a un modèle très complexe, on apprend par cœur les données d'apprentissage. Par contre, si on calcule l'erreur sur des données de test, donc des données qui n'ont pas encore été vues, effectivement l'erreur descend, mais au bout d'un moment, après, elle va stagner, elle va remonter. Et donc là, en fait, on est vraiment dans la phase où on fait du surapprentissage, où on apprend par cœur les données d'apprentissage, et pas du tout le concept qui est derrière. Et en fait, quand on apprend un modèle de machine learning, la moitié du temps, on va essayer d'ajuster le modèle pour lutter contre le surapprentissage. Donc voilà, ça c'est un gros concept qu'il faut comprendre quand on fait donc, des apprentissages. Et donc, aussi donc, pour justement, voir ce phénomène-là et pas tomber dedans, c'est très important dans machine learning de bien avoir un jeu de données de test et un jeu de données de l'apprentissage bien séparés. Ça, c'est un point essentiel. C'est-à-dire qu'en pratique, quand vous avez un projet de machine learning, vous avez au moins 2 jeux de données. Vous avez un jeu de données d'apprentissage. Donc il faut tenir donc, vos entrées et vos sorties. Vous en servez pour apprendre un modèle comme je vous l'ai montré. Et puis une fois que le modèle est appris, eh bien, vous avez des tests que vous faites passer dans le modèle qui a des prédictions. Comparez les prédictions avec les vraies sorties de les tests et ça vous donne une performance. Et comme ça, vous pouvez vraiment évaluer les performances de votre modèle, sa capacité à généraliser ses prédictions sur d'autres données. Donc ça, c'est un point très essentiel en machine learning.
Voilà, ça c'est le cadre général. Alors maintenant, je vais vous montrer un petit peu, penser très rapidement les principaux algorithmes d'apprentissage supervisé qu'on croise, si vous êtes amené à en faire. Alors je vais y aller très schématiquement, mais le but c'est de vous montrer un petit peu le principe derrière ces idées-là. Donc déjà, il y a toutes les méthodes qui vont être de simples, régression linéaire, polynomiale, logistique, en fait, où on va apprendre une fonction telle que je vous ai appris, telle que je vous l'ai montré juste avant, là, en minimisant l'erreur, avec éventuellement des pénalités pour éviter le surapprentissage. Donc ça, c'est des méthodes qui vont être assez simples, et on va tenir des méthodes qui vont être assez interprétables, parce qu'en regardant les coefficients devant les variables, on va pouvoir voir quelles variables impactent les prédictions. Ensuite, on a les machines lecteurs de support, qui eux donc sont des méthodes très performantes sur des jeux de données de petite ou moyenne taille, dès que ça devient grand, c'est-à-dire plus compliqué à apprendre. Et là, le principe ici, c'est de définir une marge, qui est une sorte de marge de sécurité, dans lequel on va essayer de mettre tous les points qu'on veut prédire. Donc le but ici, ça va être sur la régression d'avoir la plus petite marge possible pour avoir le moins d'incertitude sur les prédictions, grosso modo. Autre modèle très utile, les arbres de décision. Donc ça, c'est un modèle où en fait, on a un arbre et à chaque nœud, on a une variable et on va en fait faire une coupe sur une variable. On va dire, bah voilà, est-ce que le segment a été évalué? Est-ce que oui ou non, là il y a une douleur au temps? Ça peut être aussi par rapport à une variable qu'on va mettre un seuil. Donc on a comme ça, à chaque variable, donc on coupe notre jeu de données en plusieurs morceaux et sur les feuilles, on fait les prédictions. Donc on veut prédire low risk, high risk sur une certaine maladie. Et là, le gros intérêt de ces méthodes-là, c'est que c'est très interprétable. Une fois qu'on utilise ce modèle-là pour faire des prédictions, bah, on comprend exactement pourquoi on a fait cette prédiction-là pour tel échantillon. Ça, c'est un des gros avantages. Par contre, l'inconvénient, bah, c'est que c'est souvent beaucoup moins performant que les autres méthodes de machine learning. Et donc, j'arrive sur la dernière famille de méthodes machine learning classiques. Et c'est ça, généralement, les méthodes les plus efficaces que tout le monde utilise aujourd'hui, c'est donc les méthodes d'ensemble. Le principe ici, c'est de dire, bah, qu'est-ce qui est plus efficace qu'un bon modèle? C'est plusieurs modèles, plusieurs bons modèles, et de les faire travailler ensemble, de les faire voter ensemble. Donc c'est ça le principe des méthodes d'ensemble, on va combiner plusieurs modèles pour avoir donc des prédictions qui vont être plus performantes, plus robustes. Et donc les deux représentants les plus utilisés de cette famille, c'est d'une part les random forest. Donc le principe, bah, c'est de reprendre les arbres que je viens de décrire, mais ce coup-ci, on ne va pas en faire un, on va en faire beaucoup, avec pas mal de diversité dans les arbres, et on les fait voter. Et ça nous donne des prédictions extrêmement précises. Alors évidemment, le problème, c'est qu'on perd l'interprétabilité de l'arbre. Là, maintenant qu'on peut interpréter l'arbre avec ses nœuds, ça devient beaucoup plus compliqué pour interpréter la décision. Et enfin, l'autre représentant très utilisé, c'est le boosting, principalement XGBoost, qui consiste là aussi à faire voter plusieurs modèles, mais on va faire des modèles en série. C'est-à-dire qu'on va faire un premier modèle qui va faire des prédictions, donc là par exemple on coupe en deux ici nos données, et puis on va regarder où est-ce qu'on s'est trompé, et donc le prochain modèle va essayer de corriger les erreurs de son prédécesseur. Là on voit par exemple que là c'est les 3 pouces là, on s'est trompé sur la prédiction, donc on va mettre plus de poids sur ces pouces là pour le prochain modèle, et donc il va essayer de corriger donc, les erreurs qui ont été faites avant. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. À chaque fois, on essaie de corriger les erreurs des copains d'avant. Et à la fin, on combine tous ces modèles-là, donc c'est des modèles très simples, mais combinés ensemble, ça va nous faire un modèle beaucoup plus complexe et qui va avoir de très bonnes performances. Donc ça, c'est vraiment XGBoost, Random Forest, les algos les plus utilisés en machine learning, les classiques, et qui donnent de très très bonnes performances, mais qui sont difficilement interprétables. Alors après, maintenant, il faut qu'on parle de ce qui change ces dernières années, c'est tout ce qui est apprentissage profond, donc le deep learning. Ça, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment la chose qui a révolutionné le machine learning depuis une dizaine d'années. Et donc, c'est un ensemble de familles de méthodes qui se basent sur des réseaux de neurones. Alors, je fais un principe sur ce schéma-là. Là, par exemple, imaginons, j'ai un modèle où donc, en entrée, je mets donc, la photo d'une personne et je veux prédire si c'est un homme ou une femme. On a donc ce modèle qui se répartit en couches. Voilà. Donc la première couche, en fait, c'est juste pour recevoir les données des variables. C'est-à-dire, en gros, là, les pixels de l'image, là, on va recevoir aussi donc, les valeurs des pixels ici. Et puis ensuite, à chaque couche, on va transformer la donnée en une autre série de variables. En fait, à chaque couche, on crée de nouvelles variables qui va changer la représentation de la donnée. Et l'idée, c'est de créer des variables de plus en plus complexes et qui ont de plus en plus de sens. Donc, par exemple, la première couche,
on a des neurones qui vont apprendre à reconnaître des formes géométriques simples. Et puis dans les couches du milieu, on va créer des variables qui représentent peut-être des yeux, des bouts de nez, des bouts d'oreilles. Et puis dans la dernière couche, les variables vont représenter des formes de visage. Et vous voyez, vous comprenez bien que si je veux prédire homme ou femme, ça va être beaucoup plus facile de le faire si mes variables représentent des formes de visage que si ça représente des pixels. Donc c'est là en fait tout l'essence du deep learning, c'est de transformer les données, ici, donc avec une partie du modèle qu'on va appeler l'encodeur, donc une série de couches de neurones. À chaque fois, on va transformer les données, on va créer une nouvelle variable, jusqu'à arriver donc à une nouvelle représentation des données, on va appeler souvent l'embedding, qui va rendre la tâche de prédiction facile. En fait, une fois que je suis à la dernière couche, là, la couche de décision, là c'est juste une réflexion logistique toute bête, pour faire une prédiction toute simple. Donc là, il n'y a rien d'extraordinaire, il n'y a rien de nouveau. Tout le travail du deep learning, c'est cette phase d'encodeur dans laquelle on a changé la représentation des données, on a créé de nouvelles variables. Et donc ça rend la tâche de prédiction facile. Donc ça c'est le principe de tous les réseaux de neurones, on rentre dans les grandes lignes, mais il y a plein d'architectures différentes, pour plein de types de données différentes, pour plein de tâches différentes. Donc je vais vous présenter les principales architectures qui existent, qui sont utilisées aujourd'hui. Alors je vais commencer justement par celle que je viens de vous montrer, c'est-à-dire le perceptron multicouche. Ici dans cette architecture, vous voyez, tous les neurones en fait sont connectés à tous les autres neurones, donc avant et après. Et donc on propage les données couche par couche. Donc là c'est vraiment en fait l'idée où on cherche à combiner toutes les variables vers toutes les autres variables. Donc on n'a aucun a priori sur les données, on peut apprendre sur n'importe quoi, c'est un approximateur universel, c'est-à-dire qu'on peut approximer n'importe quelle fonction avec ce modèle-là. Donc c'est un modèle qui va être assez lourd, beaucoup de connexions à apprendre, mais on peut apprendre n'importe quoi. C'est généralement le modèle qu'on va utiliser quand on n'a pas d'autres solutions. Quand les autres méthodes ne marchent pas, on va utiliser un MLP parce qu'on arrivera toujours à apprendre un truc avec un MLP. Par contre, forcément, ça va être moins performant que des architectures plus spécifiques pour certains types de problèmes. Donc c'est en architecture par défaut. Ensuite, on a les réseaux de convolution. Donc le principe de réseau de convolution, l'idée c'est d'extraire dans la donnée des motifs qu'on va pouvoir après utiliser pour faire des prédictions. Donc ça va être utile principalement pour des données qui sont structurées sous forme de matrices, donc principalement des images, mais aussi des données temporelles, des vidéos, tout ce qui est sous forme de vecteurs, matrices ou tenseurs de plusieurs dimensions, on va pouvoir utiliser des réseaux de convolution. Et donc l'idée, voilà, c'est... ici. Alors, imaginons voilà, que j'ai une image ici. L'idée, c'est que je vais définir un filtre. Un filtre, donc, c'est un petit morceau de paramètres que je vais poser sur un morceau de l'image et que je vais connecter à un neurone. En fait, on voit mieux ici. Donc là, j'ai mon image et là, j'ai mon filtre. Donc, en fonction des valeurs du filtre, eh bien, le neurone qui est au bout va être plus ou moins activé s'il va détecter un certain type de motif. Et le type de motif, en fait, c'est les valeurs du filtre qui vont le définir. Donc en fait, voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a donc ce filtre qui va donc parcourir toute l'image, voilà, comme ça, et donc qui va définir une grille de neurones, et donc là, on a une nouvelle représentation de l'image, où chaque neurone identifie un motif, donc chaque fois le même, mais à différents endroits de l'image. Et une fois qu'on a fait ça, on recommence la même chose, mais avec un autre filtre. Et donc en fait, on va mettre en fait 6 filtres, et on se retrouve ici avec un gros bloc de neurones, où si chaque matrice, ça représente donc l'image qui cherche un type de filtre particulier. Donc là, je cherche 6 types de motifs particuliers. Et donc ce gros bloc-là, c'est ce qu'on appelle une couche de convolution. Et un réseau de convolution, c'est un ensemble de couches de convolution, jusqu'à ce qu'on arrive à la couche de prédiction, dans laquelle on va prédire ce que nous pensons. Et donc vous voyez, avec ce type de modèle, plus on avance dans les couches, plus on va créer des motifs de motifs de motifs, c'est-à-dire des motifs de plus en plus compliqués et de plus en plus gros. Ce qui correspond un petit peu à ce que je vais montrer ici, où au début on a des motifs simples, puis des trucs plus compliqués et de plus en plus gros, et qui vont rendre la tâche de prédiction facile. Donc voilà, donc ça c'est pour les réseaux de convolution. Ensuite, autre architecture qu'on voit assez fréquemment, surtout en biologie, c'est les réseaux de neurones sur les graphes. Donc le graph neural network, où ici le but, c'est d'avoir, on a un graphe avec donc, des nœuds qui ont des valeurs, et on va propager les valeurs vers ses voisins, etc., avec un réseau de neurones. C'est un réseau de neurones qui va propager donc, la valeur des nœuds vers ses voisins, donc simultanément sur tous les nœuds.
Et chaque couche de réseau de neurones va étendre le voisinage des nœuds. Comme ça, donc, on propage les valeurs dans notre réseau de neurones. Alors ça encore, c'est un modèle qui va être assez facile à apprendre, avec pas beaucoup de paramètres. Comme les réseaux de convolution, je n'ai pas dit, c'est facile à apprendre, il n'y a pas beaucoup de paramètres, c'est pour ça que c'est très performant. Donc là aussi, ça va être facile à apprendre, très performant dans le bon cas d'utilisation, quand nos données sont situées sur le graphe. Alors on peut distinguer donc deux types de problèmes pour les graphes. C'est soit on fait la prédiction de nœuds, c'est-à-dire que là on a un graphe où on considère que le graphe c'est une population d'échantillons. Donc chaque nœud c'est un échantillon, et donc les arcs c'est les relations entre les échantillons. Et donc généralement dans ce type de problème, donc on a certains nœuds, certains échantillons qu'on veut prédire, on ne connaît pas le label. Et donc on va propager donc, les valeurs avec un réseau de neurones de graphe pour faire des prédictions sur les nœuds qu'on ne connaît pas encore. Comme ça, donc les prédictions vont dépendre du voisinage dans le graphe. Et l'autre type de problème qu'on va avoir, c'est les problèmes de prédiction de graphe, où là, un graphe c'est un échantillon, et les nœuds c'est les variables qui décrivent l'échantillon. Et puis donc les axes, ça va être les relations entre les variables. Donc ça, l'exemple typique par exemple, c'est en génomique, où on a par exemple un graphe d'interaction de gènes, et on va rentrer l'expression ou les mutations dans chaque nœud pour le gène, et on propage donc ces données-là vers les voisinages pour prédire quelque chose sur l'individu qui est représenté par ces données génétiques. Donc là, on fait une prédiction sur tout le graphe à partir de ces données. Donc là, l'information, eh bien, elle dépend en même temps donc, des valeurs des nœuds, mais aussi de la structure du graphe. Et le réseau de neurones va prendre tout ça en compte pour faire cette prédiction. Et enfin, le dernier type d'architecture qui est extrêmement utilisé maintenant, extrêmement à la mode, c'est les transformers. Transformers, c'est tout ce qui est à la base des LLM, des ChatGPT et compagnie. Et c'est vraiment un modèle qui fait l'état de l'art sur beaucoup de tâches aujourd'hui. Donc, de base, les transformers, c'est un modèle qui va prendre en entrée une séquence d'éléments et en sortie va générer une séquence d'éléments. Alors c'est pour ça qu'au début ça marchait bien sur le texte, parce que du texte c'est une séquence de mots. Mais ça marche maintenant aussi, très bien donc sur le texte, aussi sur de l'image, sur du signal, sur n'importe quoi en fait, ça marche extrêmement bien. Il suffit juste que vos données, vous pouviez la décomposer en séquences d'éléments. Donc, à l'origine, le modèle Transformers, en fait, c'est un modèle qui va se transformer en deux parties. On a une partie encodeur qui prend en entrée donc une séquence d'éléments et qui va la projeter sur un vecteur numérique. Donc on a un vecteur numérique qui va représenter notre séquence d'entrée. Par exemple, c'est du texte, et on a un vecteur numérique qui représente le texte qu'on a mis en entrée. Et puis on a une partie décodeur qui va prendre déjà dans le modèle le vecteur numérique que ressort l'encodeur et qui va générer aussi une séquence en sortie. Par exemple, dans un modèle qui veut faire de la traduction automatique, on met une phrase en français ici, et on génère une phrase en anglais ici. Donc, ça, donc, à la base, c'est la base des transformers, mais maintenant, les transformers, on s'en sert aussi, juste avec un des deux morceaux. Par exemple, on a des transformers qui prennent que la partie encodeur. Donc ici, le but, c'est d'avoir une séquence en entrée, en sortie, on a un vecteur, et puis après, on fait des prédictions, donc on a un modèle prédictif. Et donc ça, maintenant, ça marche très bien pour faire des prédictions. Et on a aussi la partie décodeur qui, elle, sert de modèle génératif. Je vais en parler après. Et voilà, typiquement, un modèle qui gère du texte, ChatGPT, c'est ça. C'est un décodeur de Transformers. Alors, donc ça marche très bien. Par contre, le gros problème de Transformers, c'est que c'est très lourd à apprendre. Il faut beaucoup de données et beaucoup de mémoire. C'est ça qui est le principal niveau de tremblement de l'utilisation de Transformers. Alors juste, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais pour vous donner un peu une idée de pourquoi ce type de modèle marche si bien en ce moment, ils ont un truc en particulier dans l'architecture. Il y a ce qu'on appelle des couches d'attention, que j'ai présenté ici, qui sont destinées en fait à calculer les interactions entre les différents éléments d'une séquence. Donc, par exemple, quand je fais mon Transformers qui fait la traduction automatique, j'ai des cartes d'attention ici qui vont calculer les interactions entre les différents mots de la phrase et vont comprendre les relations entre ces différents mots. Et en fonction de ces relations, on va créer de nouvelles variables qui vont rendre le modèle assez performant pour générer du texte et pour aligner du texte en anglais et du texte en français. Donc c'est ça qui est le gros avantage des transformers. Donc voilà, donc ça, là j'ai rapidement fait un panorama de toutes les méthodes de machine learning classiques pour faire de la prédiction. Maintenant je vais parler un peu des autres tâches, mais vous allez voir qu'on va retrouver les mêmes éléments que je viens de vous présenter ici. Donc la deuxième tâche que je voulais vous montrer, c'était la tâche de représenter. En fait, ceci, c'est une grosse tâche qu'on va faire de machine learning. C'est comment bien représenter les données.
et donc avec 3 sous-tâches. Donc la première, ça va être simplement représenter les données. Donc, c'est-à-dire que donc, on a donc nos données, et l'idée ici, donc, on a une base d'apprentissage. Ce coup-ci, on n'a que la donnée d'entrée, on n'a pas de sortie, donc on n'a rien à prédire. Donc c'est pour ça que c'est des méthodes qui sont beaucoup plus exploratoires, c'est pour explorer les données. Et donc, on va essayer ici ce coup-ci de l'apprentissage non supervisé, pour donc visualiser et faire du clustering des données. Et à côté de ça aussi, apprendre un modèle, un encodeur, qui lui va permettre de projeter donc des données, un échantillon, dans un espace latent, qu'on va pouvoir utiliser après pour faire d'autres analyses, pour rendre les analyses beaucoup plus précises, beaucoup plus faciles. Donc, sur la tâche de visualisation, l'idée ici, ça va être donc de projeter les données qui sont dans grande dimension dans un espace en 2 dimensions, en 3 dimensions, pour les visualiser, afin de voir les relations entre échantillons. Alors là, évidemment, on va retrouver les méthodes assez classiques comme l'ACP, c'est une méthode linéaire dans laquelle on va essayer de maximiser la variance des données. Mais maintenant, de plus en plus, on va essayer des méthodes non linéaires, comme T-SNE ou UMAP, ou dans lequel on va essayer de préserver la structure des données, c'est-à-dire on va essayer de préserver les distances entre chaque échantillon dans l'espace des données et dans l'espace projeté. Et donc, le but ici, c'est d'avoir comme ça des images qu'on peut donc visualiser pour identifier des groupes, des gradients, des outliers de ces données, et avoir un peu un indice sur ce qu'on est en train d'observer. Alors, par contre, je tiens à préciser, pour rendre ça comme un outil de prospection, pour avoir des hypothèses, mais ce n'est pas une analyse très rigoureuse, parce que quand on fait ce genre d'analyse, en fait, on va perdre beaucoup d'informations. Donc c'est bien pour débuter l'analyse, mais ça ne peut pas être un truc pour valider une hypothèse. Voilà. Donc si vous voulez un peu plus loin, c'est pour un truc plus fiable, ça va plutôt être des méthodes de clustering qui vont être utiles. Donc là, l'idée, c'est de travailler directement dans l'espace de données et de retrouver des données qui regroupent des données qui vont bien ensemble. Donc c'est retrouver des sous-populations, des profils d'expression de données qui vont ensemble dans l'espace de données. Donc on va créer donc des groupes homogènes d'échantillons. Alors il y a plein de méthodes qui existent, alors encore une fois je ne vais pas tout les dire, mais les plus courantes qu'on va croiser, c'est celle-ci. Et ce qui va différencier, c'est le type de cluster qu'on va identifier avec ces méthodes-là. Donc par exemple, le classique Camille, on va trouver des clusters un peu plus sphériques. Vous avez la question hiérarchique pour faire un dendrogramme pour organiser les données. Vous avez le DB-scan et les clusters spectrales pour trouver des clusters un peu plus complexes, qui vont être convex, qui vont avoir des formes un peu bizarres. Et puis, pour tous ces clusters de graphes, vous avez les méthodes à base de méthodes de mouvement qui vont être très efficaces. Et enfin, dans cette catégorie-là, il y a tout ce qui est méthode d'apprentissage de représentation. Ici, l'idée, ça va être de apprendre un modèle, que vous appelez un encodeur, qui va projeter, encore une fois, les données dans un espace de dimension plus petit pour en fait capturer au maximum de l'information qu'on a dans les données et pour pouvoir après faire des analyses de manière plus aisée. Donc, on va créer de nouvelles variables, on va réduire les dimensions. Alors, les méthodes classiques qu'on va avoir pour faire ça, c'est des méthodes à base d'auto-encodeur. Donc là, vous en avez un. Donc, l'auto-encodeur, en gros, c'est un modèle, c'est un réseau de neurones qui va prendre en entrée donc, vos données. Donc là, par exemple, j'ai des données de RNA-seq, methylation, RNA. Je vais donc les passer dans un réseau de neurones pour les projeter dans un espace qui est plus petit ici. Donc là, j'ai même représentation des données. Et pour que cette représentation soit efficace, pour qu'elle ait du sens, et ici, on va coller un décodeur dans lequel on va reconstruire les données qu'on a mis en entrée. Et donc, en faisant cet apprentissage de ce modèle-là, ici, on force le modèle à en fait, compresser l'information qu'il y a dans les données d'origine et donc avoir un espace qui va être plus compact et informatif. Donc voilà, donc ça va être donc très utile pour capturer les structures complexes dans les données. Et donc, on va utiliser donc, cette présentation-là après pour d'autres analyses, pour faire du clustering, des statistiques, de la prédiction, et avoir un espace de travail qui va être beaucoup plus efficace. Et ça permet aussi ça facilite aussi l'apprentissage par transfert, quand on n'a pas beaucoup de données, de transférer des modèles, ça aussi c'est très efficace sur ce type de tâches. Et enfin, donc, je termine par la dernière tâche qui est générer. Donc là, on va parler évidemment de modèle génératif. Donc l'idée ici, c'est de dire qu'on veut créer donc un modèle, donc un générateur, dans lequel on va rentrer du bruit, donc un vecteur numérique quelconque, et qui va générer des échantillons, alors n'importe quel type de données, encore une fois, mais des échantillons qui vont ressembler en fait aux données qu'on a dans la base d'apprentissage qu'on a utilisée pour apprendre le générateur. On a une base d'apprentissage qui contient une diversité de données, et bien le générateur est censé donc générer des images qui sont plausibles par rapport aux données d'apprentissage.
Alors attention, on ne sait pas de reconstruire les données d'apprentissage, on ne veut surtout pas, au contraire, mais on veut d'autres données, mais qui ressemblent, sont plausibles par rapport à cette base d'apprentissage. Alors pourquoi faire des modèles génératifs? Il y a plusieurs raisons qui sont assez diverses. Par exemple, il y a tout ce qui va être le problème de taille des jeux de données. Il nous faut des gros jeux de données pour apprendre les modèles prédictifs. Donc là, quand on a un modèle générateur, on peut générer des données artificielles et donc augmenter la base d'apprentissage pour après avoir des modèles prédictifs plus précis. On peut s'en servir pour réduire le bruit ou compléter les valeurs manquantes. On peut s'en servir pour faire de la simulation, c'est-à-dire qu'on rentre dans le générateur une donnée, par exemple un profil d'expression de gène, et on veut lui faire subir certaines conditions expérimentales, donc on rentre ça dans le générateur, et le générateur va générer le profil modifié par les conditions expérimentales. On peut faire comme ça des simulations d'expérience. Et puis on a tout simplement créé de nouvelles données ou explorer l'espace des données pour trouver de nouvelles choses. Ça par exemple, c'est ce qui est fait dans l'industrie pharmaceutique. Tous les entreprises pharmaceutiques maintenant utilisent des modèles génératifs pour générer de nouvelles molécules en première phase qui auraient des propriétés intéressantes et après passer dans la phase suivante. Alors dans les modèles génératifs, on a trois types de modèles qui sont utilisés assez classiquement aujourd'hui. Donc pareil, je vais vous montrer rapidement le principe qui est là. Donc le premier, c'est les VAE. Donc c'est encore des autoencodeurs, c'est exactement, c'est les autoencodeurs que je vous ai montré juste avant. Alors une petite variante, pas exactement le même, mais c'est le même principe. On a des données, on les compresse avec un encodeur dans un espace latent et on décompresse pour reconstruire ce qu'on avait à l'origine. Donc c'est l'auto-encodeur que je vous ai montré avant. En fait, ici, la partie décodeur, ça veut dire que c'est un modèle où je mets des valeurs ici au milieu, je les propage et j'ai des données artificielles en sortie. Le décodeur, en fait, c'est un modèle génératif. Donc on peut se servir du décodeur de l'auto-encodeur pour générer de nouvelles données. Ensuite, l'autre modèle, alors ça qui est assez utilisé, c'est les GAN, donc Generative Adversarial Network. C'est une méthode qui utilise deux réseaux de neurones qui vont jouer l'un contre l'autre en fait. On a donc notre générateur, donc c'est ce qu'on veut apprendre pour générer des données. Donc comme d'habitude, on prend du bruit en entrée et génère des données artificielles. Et puis on a un discriminateur. Le discriminateur, lui, c'est un modèle prédictif. En entrée, il va avoir des données soit réelles, soit artificielles, il ne sait pas. Et le but, c'est qu'il prédit justement si ce qu'on a mis en entrée, c'est réel ou artificiel. Donc, les deux modèles vont être appris simultanément. Le but du générateur, c'est de générer des images qui vont tromper le discriminateur. Et le but du discriminateur, c'est de repérer les données fake du générateur. Donc, au fur et à mesure de l'apprentissage, les deux vont s'améliorer. Et au bout d'un moment, ça va converger sur une solution où, normalement, le générateur va générer des données qui ressemblent fortement aux données d'apprentissage. Le modèle génératif, c'est le modèle de diffusion. Donc ça, c'est plus récent, c'est ça qui est à la base de tous les modèles de génération d'images avec des prompts que vous voyez sur Internet. Ça marche extrêmement bien. Le principe est le suivant. Vous avez une base d'apprentissage, des images, et vous allez ajouter du bruit à vos données. Un tout petit peu de bruit, mais plein de fois. Par exemple 1000 fois, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien du tout, que du bruit. Donc là, vous bruitez vos données. OK. Et ensuite, le but, ça va être d'essayer de débruiter les données. Vous allez apprendre en fait un modèle, un réseau de neurones, encore une fois, qui prend en entrée une de ces images-là et va essayer de reconstruire l'étape juste avant. Donc en fait, là, vous apprenez un modèle qui va débruiter vos données. Et une fois que vous avez appris ça, vous avez votre modèle génératif, c'est-à-dire que vous prenez du bruit et vous le passez dans votre modèle qui enlève le bruit et vous le placez 1000 fois par exemple. Et à la fin, vous allez obtenir une donnée artificielle. Vous allez en fait remonter toute cette série-là. Donc là, c'est là-dessus que se base donc, tout ce qui est modèle de diffusion aujourd'hui pour générer des données. Alors, là, voilà, je vous mets ici un petit comparatif vite fait là, de ces différents modèles génératifs. En fait, chacun a leur avantage et un inconvénient. On va distinguer sur ces trois axes-là. Généralement, les VAE, c'est des méthodes qui sont assez rapides à utiliser et qui vont générer des données assez diverses, qui vont bien couvrir toute l'étendue des vraies données. Par contre, leur inconvénient, c'est que ça donne des données qui ne sont pas toujours de très bonne qualité. A l'inverse, les GAN, c'est des méthodes qui donnent des données de très bonne qualité et qui sont faciles à utiliser, mais qui, eux, n'ont pas beaucoup de diversité, donc souvent on ne va pas couvrir toute l'étendue des vraies données avec les GAN. Et puis les modèles de diffusion, c'est des méthodes qui donnent des données de très bonne qualité, beaucoup de diversité. Par contre, l'inconvénient, c'est que c'est extrêmement coûteux à utiliser.
Donc voilà, en fonction de votre cas d'utilisation, vous allez avoir préféré tel type de méthode. Et alors, je vais aussi rajouter un petit détail sur le modèle génératif, parce que là, tel que je vous ai montré, je vous dis à chaque fois, on met du bruit et puis ça génère une donnée. Donc, un peu comme ça arrive un peu au pif comme ça, on ne sait pas trop ce qu'on va obtenir. Alors, en fait, non, en fait, on peut contrôler la génération. En fait, la plupart du temps, dans nos modèles génératifs, on va aussi ajouter, alors, en entrée ou ailleurs, des conditions au générateur, et donc on va obtenir donc, des données artificielles qui vont respecter les conditions. Par contre, par exemple, quand on génère des molécules, eh bien, on va rajouter des conditions de des molécules qui aient telle propriété, et donc le générateur va générer donc, ces molécules pour cette propriété-là. On peut guider la génération, c'est pas juste du hasard comme l'auto. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire avec tous les modèles génératifs. Et juste voilà aussi pour finir, un petit attention j'ai mis sur ces modèles génératifs. C'est que, alors, il faut voir ça comme un outil vraiment de simulation d'exploration. Hein. Ce qu'on génère, ce n'est pas des vraies données. C'est des données qui sont plausibles statistiquement, mais qui peuvent être totalement fausses biologiquement. Donc, il faut faire très attention avec les génératifs. Et puis aussi, le gros problème, c'est que vous allez recycler tous vos biais, en fait. Tous les biais qui sont déjà dans votre donnée, le modèle génératif va les apprendre, il va vous les ressortir. Donc, ça va être un autre début. Alors sur les génératifs, je termine juste sur voilà, un type de modèle génératif qui est assez particulier, qui est un peu à part, mais ça fait tout en ce moment, donc c'est les LLM, les modèles de langage. Donc je vais juste vous en parler quand même rapidement pour vous voyez à quoi ça ressemble. Hein. En fait, donc, tous les modèles de langage, les GPT, donc GPT c'est pour génératif, Pre-trained, Transformers, maintenant vous savez ce que c'est, les Transformers, c'est le modèle que je vous ai montré. Génératif, c'est pour dire que c'est la partie décodeur du Transformers, et Pre-trained, c'est des modèles qui ont été préappris sur plein de textes. Donc, tant que c'est des modèles génératifs, ok, donc vous écrivez un prompt, vous écrivez du texte en entrée, et le modèle, lui, en fait, ce modèle-là, il a été appris pour générer les mots suivants, en fait. À chaque fois que vous mettez du texte, il génère les mots qui vont à la suite. Donc, quand vous mettez un prompt, lui, il écrit du texte. Donc, mais il écrit du texte il écrit en fait les mots qui sont statistiquement les plus plausibles qui vont suivre ce texte-là. Donc, en fait, un LLM de base, en fait, quand vous posez des questions, il ne répond pas aux questions, en fait. Il complète du texte. Et c'est pour ça que, surtout dans les premières versions des GPT, en fait, on avait tant d'erreurs dans les réponses qu'on obtenait, parce qu'en fait, le modèle ne répond pas à des questions. Il génère juste du texte. Alors, évidemment, ces choses sont un peu améliorées, et donc maintenant, on a des modèles qui sont affinés par RLHF, donc c'est le principe, donc en fait, chaque fois que vous générez du texte, maintenant, le modèle va générer plein de textes différents, et pour choisir quel texte choisir, en fait, eh bien, on a des modèles de préférence qui ont été développés, qui vont en fait prédire quel texte va préférer les humains. Donc ça, concrètement, en fait, la façon dont ça se fait, c'est que on a utilisé nos LLM, on met un prompt, on génère plein de textes, et après on demande à des humains de classer les textes sur leurs préférences. Et avec toutes ces données-là, donc on apprend un modèle de préférence, et ces modèles de préférence-là, maintenant, qui vont en fait choisir quelle réponse on va envoyer à l'utilisateur quand on met un prompt. Et donc ça permet d'avoir du texte qui correspond aux préférences des utilisateurs. Donc on a ce point-là pour améliorer les LM. Et l'autre point aussi qui est assez utile maintenant, c'est que généralement, on va baser maintenant les LM sur une base de documents. Quand vous voulez par exemple travailler sur un domaine particulier, vous avez une base de documents que vous pouvez donc intégrer dans le modèle ou dans le prompt pour avoir des réponses plus fiables et qui vont utiliser ces documents-là pour répondre. Donc voilà, ça c'est pour les LM. Et alors, voilà, l'utilité de vous connaissez, ça rapporte juste sur le texte. Mais je pense que ce qui vous intéresse, c'est que les LM, donc là c'est ce que vous avez sur le texte, mais on en développe aussi pour des séquences biologiques. Par exemple, récemment, il y a Evo2 qui est sorti, qui a été appris sur toutes les séquences ADN qu'on pouvait avoir de toutes les espèces, et qui permet donc d'avoir un modèle qui génère des séquences ADN, on se sert pour transformer des gènes, comprendre la propriété des gènes, et qui a l'air de marcher assez bien. Donc, vous voyez, donc, ça peut servir sur plein d'autres choses que du texte. Et donc, je vais donc terminer. Donc là, je vais rapidement montrer un petit panorama de ce qu'on pouvait faire, les méthodes, de ce qu'on pouvait faire avec ces méthodes de machine learning. Ce qu'il faut retenir, à mon avis, c'est voilà, si vous voulez utiliser ces méthodes-là, c'est 3 points importants. C'est la première chose, premier point super important, il faut bien poser sa question. Il faut bien formaliser son problème avant de commencer à faire de l'apprentissage. C'est-à-dire comprendre ce qu'on va être en entrée et en sortie du modèle. Trouver donc les bonnes positions des données, la bonne sortie, et à partir de là, vous allez pouvoir trouver le bon modèle pour faire cette tâche-là. Ensuite, évidemment, ce qui est indispensable, c'est les données. Ça, c'est le cœur du problème. Avant tout, les données, il faut des données de qualité. Si vous avez de mauvaises données, vous aurez de mauvaises prédictions. Il faut des données en quantité. C'est pas assez de données, vous allez faire du surapprentissage.
Et il y en a toujours le problème des biais dans les données que les modèles vont amplifier. Il faut avoir conscience. Les données, c'est vraiment plus important. On dit toujours qu'il vaut mieux des bonnes données avec un mauvais modèle que des mauvaises données avec un bon modèle. Ça, c'est le deuxième, ça ne marche jamais. Et puis, dernier point sur lequel j'insiste, c'est la validation. Parce que le problème de toute méthode de machine learning, c'est qu'à chaque fois, vous allez avoir une réponse, en fait. Il n'y a aucun moment où il va vous dire il ne sait pas ou ça ne marche pas. À chaque fois, vous allez avoir une réponse, donc il faut toujours avoir une procédure de validation statistique et biologique qui doit être assez robuste pour vérifier que c'est. Et puis le dernier point, je termine par ça, dire que tous ces outils-là, c'est des outils qui sont pour supporter, pour aider évidemment la recherche ou les différentes tâches, et ça n'a aucun cas, ça a pour but de remplacer l'humain sur certaines tâches. Ça ne marche jamais ça, c'est pour bien sûr supporter les humains. Voilà, je vous remercie.